Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat en deux parties avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France et avec TV5 Monde. Dans un instant, c'est le JT des territoires, suivi du Club de la presse, puis la météo et à 8h, l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, qui sera en direct dans Territoire d'Info. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal avec la colère qui monte contre les compteurs Linky. Les nouveaux compteurs électriques font débat. Ces petits boîtiers verts communicants sont censés mesurer notre consommation d'énergie en direct avant de la transmettre à l'opérateur Enedis. Oui, mais alors que 35 millions de ces compteurs Linky doivent remplacer les anciens modèles d'ici 2021, des utilisateurs alertent déjà. Risque pour la sécurité ou pour la santé, non-respect de la confidentialité des données recueillies ou installation de manière intrusive. Yamina Bendaïda de Viagran Paris fait le tour de la question dans l'Essonne. Le 1er novembre, à Bièvre, un incendie se déclare dans la maison de Régis Morel. Selon le propriétaire, le responsable a un nom, le nouveau compteur connecté Linky posé par Enedis. Donc l'incendie est parti de notre garage depuis l'installation électrique et en particulier, en fait, on a vu partir le feu du compteur. Loin d'imaginer qu'une telle catastrophe pouvait arriver, l'homme n'affichait aucune opposition à l'installation du compteur communicant, mais suite à l'incident, Régis Morel n'est plus du même avis. À l'avenir, on demandera expressément, je ne sais pas si on aura gain de cause, mais on demandera expressément à ne pas avoir ce compteur réinstallé dans notre maison et de toute façon, on prendra au moins la précaution de le faire installer dans l'armoire électrique extérieure. À Saint-Pierre-du-Perret, habitants, élus et représentants d'Enedis se sont réunis pour parler des problèmes que pose le nouveau compteur Linky. Et ce soir-là, les Essonniens soulignent les pratiques parfois intrusives des techniciens en charge d'installer les compteurs. Il y a des pays qui n'en veulent pas du Linky. Et le particulier ne pourrait pas lui refuser, c'est un problème. Il y a un problème. Ils ont ouvert et puis ils ont enlevé le compteur sans qu'on soit là. Autre inquiétude des habitants à propos du compteur Linky, l'utilisation des données qui seront recueillies par Enedis. On est espionné, moi j'appelle ça d'être espionné chez soi. Et quand encore le citoyen est pris encore en otage. Pour Enedis, la pose de ce compteur est incontournable et répond aux exigences en termes de consommation d'énergie. Mettre en service une installation à distance, parce qu'on déménage, on veut que ça marche tout de suite, être capable d'augmenter une puissance à distance, etc. Pouvoir dépanner plus vite, parce qu'on aura une meilleure connaissance de ce qui se passe dans le réseau, etc. Tous ces bénéfices, tous ces avantages, si vous les voulez, vous ne pouvez pas les avoir avec un compteur actuel qui, lui, n'est pas communicant. Dernière inquiétude de ces habitants concernant Linky, les ondes émises par le nouveau compteur connecté qui pourraient être cancérigènes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, révèle que les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques produits par le compteur apparaissaient comparables à ceux d'autres équipements électriques déjà utilisés dans les foyers et dans tous les cas très inférieurs aux valeurs limites d'exposition réglementaires. À ce jour, plus de 7 millions de compteurs ont été déployés dans toute la France. On parle beaucoup dans ce journal de désert médical en zone rurale chaque fois. Certaines communes se battent pour lutter contre cette désertification. C'est le cas à Guiclan en Bretagne. À coups d'affiches dans les hôpitaux, de banderoles sur la voie rapide, de vidéos et d'un généraliste dating, la municipalité a mis les grands moyens. Elle a été épaulée par ses habitants et s'est battue pendant plus d'1 an pour trouver un médecin pour sa commune. Aujourd'hui, l'histoire se termine bien. Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous le raconte. Une maison médicale de 320 mètres carrés flambant neuve, prête à accueillir dès janvier 8 professionnels de santé dont 2 médecins généralistes. L'opération séduction de la mairie de Guiclan a fonctionné au-delà des prévisions. Une excellente nouvelle pour cette commune de 2500 habitants qui pendant 1 an a été privée de médecins. D'intégrer la population et de montrer son intérêt à l'installation de médecins, d'un ou de 2 médecins, était sans doute primordial pour accrocher
l'intérêt des médecins à notre commune. On a donc créé un système qui s'appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et qui est un système juridique permettant la participation des professionnels de santé, de la population, des associations locales et des collectivités. Plus de 80 000 € ont été récoltés auprès des habitants et associations. Un appel couronné de succès qui n'a pas été sans conséquences dans la venue des praticiens. Grâce à ces dons, la mairie propose un loyer attractif, 400 € par mois pour 50 mètres carrés de local. On s'est dit que si déjà la moitié de Guiclan avait mis de l'argent dans la maison médicale, c'était au moins un peu de patientèle assurée. D'avoir un local tout fait, moi qui suis passée par la création d'un local et la création d'un bâtiment, la construction du bâtiment, c'est tout bénef, quoi. On aura une salle de soins, chose qu'on n'a pas actuellement, et donc on va pouvoir faire plus de soins en cabinet. Après ce projet de plus de 400 000 €, la municipalité reste dans la dynamique. Elle souhaite réhabiliter l'ancien commerce du bourg et a trouvé un repreneur pour le restaurant. La pharmacie est quant à elle de nouveau ouverte depuis quelques mois. Et la question épineuse des rythmes scolaires, toujours dans l'actualité. En juin dernier, le gouvernement a mis en place par décret un nouveau cadre réglementaire qui permet un assouplissement des rythmes scolaires. Certaines communes ont déjà fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours. C'est le cas de la ville de Nancy qui a souhaité que l'aménagement des rythmes éducatifs ne soit pas imposé ou précipité, mais soit décidé avec la communauté éducative et les associations en partenariat avec l'éducation nationale. Sur la base de toutes ces contributions, la ville de Nancy appelle les Nancéens à un vote électronique pour choisir les rythmes scolaires. Vote qui débute aujourd'hui. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Maintien de la semaine de 4 jours et demi, retour à la semaine de 4 jours avec possible amputation des vacances scolaires d'été. Sur Internet, 4 choix sont proposés aux Nancéens qui ont jusqu'au 12 janvier pour se prononcer. Cette large consultation électronique, c'est le souhait du maire de Nancy, Laurent Hénard, pour trancher l'épineuse question des rythmes scolaires. Le but n'est pas de dire on vous passe la patate chaude à vous les parents, c'est pas l'objectif. Non, l'objectif c'était de les impliquer dans le choix des modèles. Et je pense que c'est plus efficace d'avoir plusieurs centaines, j'espère plusieurs milliers de parents, de citoyens, d'enseignants qui votent plutôt que 55 conseillers municipaux, même si on est élu bien sûr pour prendre des décisions. Quand on les prend avec les gens plutôt que complètement à leur place, je pense que c'est mieux. Et la consultation est large. Outre les parents d'élèves, enseignants et membres de la communauté éducative, tout Nancéen inscrit sur les listes électorales peut également voter. 50 000 personnes sont donc susceptibles de se prononcer. Et devant cette école primaire, les avis sont bien tranchés. Mon souhait à moi, c'est de revenir à 4 jours et de libérer le mercredi matin pour les activités périscolaires parce qu'on a du mal à les caser, même les activités sportives. Qui reprennent les 4 jours et avec les anciens horaires. Les 8h30, 11h30 et 1h30, 16h30. Mon fils, il fait des activités extrascolaires à l'école. Avec l'école, il quitte à 4h, mais il quitte avec les activités à 5h30. Et il est fatigué. Moi, je dis qu'on devrait revenir au rythme d'avant, que le mercredi, on l'arrête. On laisse les enfants se reposer. Plusieurs réunions publiques ont été organisées dans les différents quartiers pour présenter aux parents tous les arguments et le résultat pourrait s'annoncer plus serré que prévu. Mais quelle que soit l'issue du vote, la ville s'est d'ores et déjà engagée à le respecter et à maintenir les activités périscolaires gratuitement. À Nancy, 6300 élèves sont concernés par les rythmes scolaires. Dernière ligne droite avant les fêtes. Noël, c'est ce dimanche et c'est l'heure d'acheter ses derniers cadeaux. Même chose du côté des associations caritatives qui œuvrent pour offrir un réveillon aux plus démunis. Au Secours populaire de Libourne, en Gironde, près de Bordeaux, il manque encore des jouets pour compléter la liste des enfants. Et Franck Poirot pour TV7 en Gironde s'y est intéressé, c'est la chaîne du groupe Sud-Ouest. Malgré des dons de centaines de personnes, la hotte du Père Noël du Secours populaire n'est pas encore pleine. L'antenne libournaise de l'association va distribuer à près de 150 enfants répartis sur une soixantaine de communes des cadeaux. Chacun d'entre eux recevra un jouet neuf, un d'occasion, 2 ou 3 livres et une peluche. Mais au moment de faire les paquets cadeaux, à 3 jours de la distribution, le compte n'y est pas. Il manque une soixantaine de jouets neufs pour des garçons âgés de 7 à 10 ans, selon Noisette, bénévole du Secours populaire, affecté aux jeux et aux jouets. Eh bien, tout ce qu'un garçon aimerait, des jeux de société, des petites voitures, des, je sais pas moi... Du neuf, de l'occasion ? Mais essayez, parce que c'est comme le Père Noël, donc le Père Noël, il faudrait un petit peu de neuf. On ne demandera pas trop de neuf, mais bon, si on peut avoir du neuf,
Ça serait bien pour les enfants. Le Secours populaire en appelle donc aux généreux donateurs pour compléter sa hotte. Il faut impérativement livrer ce jouet au plus tard mercredi. La distribution des cadeaux aux enfants bénéficiaires commencera jeudi. Il y a tout juste un an, à quelques jours de Noël, ce local avait été cambriolé. Les cadeaux, jouets et jeux d'enfants avaient disparu. Une vague de générosité s'était alors levée pour reconstituer en quelques jours la hotte du Père Noël du Secours populaire de Libourne. De belles images, un voyage photographique au cœur du massif vosgien pour finir ce journal. Le photographe lorrain Pierre Collin vient de terminer son 3e opus, Voségus, Vosges sauvages. Un voyage au cœur du massif vosgien, des espaces exempts de toute présence humaine, une superbe découverte d'espaces fragiles, la rencontre avec la faune en quelques clichés. Le temps suspend son envol, vous allez le voir. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Noir et blanc, couleur, oh là là. Ces photographies sont une divine rencontre. Le livre Voségus porte bien son nom, celui du sommet des Vosges divinisé du temps des Gaulois. Un livre qui nous invite à une quête des origines, découvrir le massif vosgien sauvage, exempt de toute présence humaine. Alors on se sent happé, entraîné sur les traces de son auteur. Pierre Collin a parcouru le monde, abandonné l'industrie pétrolière, atteint par le virus de la photographie. Ce Lorrain a posé ses valises. L'aventurier passe sa vie désormais dans ses montagnes et ses forêts, parfois hostiles. J'aime bien venir me ressourcer et faire des images dans des conditions comme celle-ci ou autres aussi. J'aime bien quand il y a de la brume, j'aime bien faire des photos de nuit, j'aime bien faire de l'animalier, j'aime bien faire beaucoup de choses. Donc, mais j'aime bien être seul dans ces environnements-là qu'on a dans les Vosges, qui est assez riche en fait, petit mais riche. Et effectivement, c'est mes endroits. Pierre Collin traque sans relâche l'instant, la lumière dont il a rêvé. Il compose ses clichés comme un peintre ses tableaux. Et les Vosges sont une palette aux décors multiples. Ce que j'aime bien ici, sur le massif des Vosges, c'est qu'il est assez varié. On a un petit peu d'Écosse, on a un petit peu du pays du Nord. On peut avoir des paysages, parfois des climats alpins ou de steppe. On retrouve toutes ces ambiances-là, différentes époques de l'année, à différentes heures. C'est vrai que moi, je préfère travailler principalement tôt le matin, tard le soir, au crépuscule, et puis la nuit aussi. Son expertise technique est l'un de ses atouts, sa persévérance aussi pour témoigner avec talent de ces espaces fragiles où ses hôtes naturels lui offrent parfois le privilège d'une rencontre. Beaucoup de patience, beaucoup d'observation et de la souffrance aussi. Il faut rester des heures, on a des crampes, des fourmis ou dans l'eau glacée pendant 2-3 heures. Même en été, quand on fait on a vraiment des fois des positions, on se met le chest sur la tête et puis on ne doit pas bouger pour faire les photos et après sortir de son affût mobile, que les animaux s'en aillent, qu'on ne les dérange pas pour ressortir. Il y a des moments où oui, on a un petit peu mal, mais ça fait partie du jeu et c'est un plaisir après. Pierre Collin rêve aujourd'hui d'autres ailleurs, plus grands, mais avec Voségus, il laisse l'empreinte d'un univers vosgien à protéger. Un livre vivant à partager. Voilà, je vous avais dit que c'était de bien belles images. Voilà, elles sont signées Vosges Télévisions. Ce JT des territoires s'achève. Il a été préparé par Soumaya Benaïssa, mais le journal des territoires continue. Dans un instant, c'est le Club de la Presse avec Zoé Cadio et Sébastien Lacroix. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. On les regarde ensemble. On prolonge cette revue matinale de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. On commence par Ouest France, comme vous le voyez sur l'écran, dont les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc et qui titre à sa une « Garantir un revenu aux agriculteurs ». Pour le Télégramme, directeur de l'information Hubert Coudurier, fac, comment changer de voie pour lutter contre le fort taux d'échec en première année dans les universités. À la une du Télégramme, pour la Charente libre portable, les collégiens ne veulent pas raccrocher. En septembre prochain, il faudra déposer son téléphone avant d'entrer en classe. La mesure ministérielle fait des sceptiques alors que les ados sont déjà censés le ranger au fond du sac. Pour la dépêche du midi, dirigée par José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, la conductrice en garde à vue. Pour le procureur, les constatations vont plutôt dans le sens d'une barrière fermée dans le drame de Millas, mais la conductrice du bus affirme qu'elles étaient ouvertes. On en parle avec Zoé Cadio du Midi Libre dans un instant.
Pour le courrier Picard SNCF, des passagers à cran. Un passager excédé par les retards a refusé de montrer son billet de train. Il a été accueilli par 5 policiers à la gare du Nord et a reçu une amende. On parlera des TER tout à l'heure avec Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Pour la République du Centre, leurs astuces pour attirer les médecins à la une de l'édition d'Orléans. Vous verrez, c'est les bons plans pour attirer les médecins dans cette ville à Orléans. Le Parisien, le fléau de la grippe au boulot. Décryptage, le seuil épidémique du virus est atteint dans 8 régions, obligeant les entreprises à s'organiser. Et oui, c'est le fléau de la grippe au boulot, à la une du Parisien. À l'école, on respire mal. Une étude de conduite à Marseille révèle dans la Provence une piètre qualité de l'air, faute d'aération suffisante. Et la santé des enfants s'en ressent. Les 446 écoles publiques seront dotées d'un capteur de contrôle à Marseille. Pour Sud-Ouest, c'est les vols d'huîtres sur le bassin avant Noël. La traque, les vols d'huîtres sont repartis à la hausse en 2017 avec 8 tonnes d'œufs déclarés volés. Sud-Ouest a embarqué aux côtés des gendarmes lors de leur patrouille de surveillance. C'est intéressant, c'est sur le bassin d'Arcachon. Et puis La Montagne, un des journaux du groupe Centre France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon. L'édition de Clermont Métropole parle de la neige abondante et gare aux avalanches. C'est un peu normal pour la une de La Montagne. Et puis pour La Voix du Nord, c'est un Noël parfumé à la bougie. C'est la tendance régionale dans le Nord. On demandera si c'est pareil tout à l'heure à Sébastien Lacroix à Reims qui est avec nous. Voilà, Sébastien Lacroix, rédacteur en chef de l'Union de Reims. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Faites votre retour dans cette matinale. Ça fait quelques semaines qu'on ne vous a pas vu. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Merci d'être là, Zoé. Vous êtes une régulière de cette matinale d'infos. Croissance, investissement, emploi, la France aborde, semble-t-il, 2018 avec dynamisme. Un rebond de 1,9% de l'activité est attendu. L'exécutif est en hausse dans une demi-douzaine de sondages. On en a parlé hier, à la fois le président et le Premier ministre. Et ce matin, une polémique, en tout cas une info qui vient perturber cette bonne séquence, comme on dit. Pour économiser 2 heures de vol et voyager plus confortablement, Matignon a fait voyager le Premier ministre Édouard Philippe dans un avion privé, ce qui aurait fait dépenser 350 000 € d'argent public pour rentrer de Nouvelle-Calédonie. Alors c'est une vraie polémique, Zoé Cadio. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie polémique, mais en tout cas, ça fait un peu tâche cette histoire de cette histoire d'avion entre Tokyo et Paris, d'avoir demandé de changer d'avion pour aller plus vite et que ce soit plus confortable, surtout quand un Premier ministre... Non, il y a des vraies raisons que Matignon... Oui, il dit que c'est un problème d'agenda, qu'il y avait une réunion... Qu'il y avait une réunion, un conseil de défense, et qu'en même temps, le président et le Premier ministre ne peuvent pas être absents du pays tous les deux. Et donc, le président partant pour l'Algérie, il fallait que le Premier ministre soit là. Ça, c'est recevable comme argument. C'est tout à fait recevable, mais c'est aussi un problème d'organisation, qu'on le veuille ou non. Et puis, la facture par elle-même fait désordre, qu'on le veuille ou non. Surtout quand un Premier ministre arrive en disant qu'il lui manque 8 milliards pour clôturer. En même temps, il était en Nouvelle-Calédonie, il doit rentrer en France, il fait escale au Japon. Bon. Je veux dire, on a l'impression... Sébastien Lacroix, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que ce n'est pas une polémique qui va perdurer parce que quand on regarde le prix du billet, ça fait 6 000 € par personne, puisqu'ils étaient 60. Et donc, je pense que c'est le prix à peu près normal pour un billet. Oui, mais c'est 6 000 € en plus. Oui, d'accord. Mais l'avion qui est militaire n'était pas vraiment fait pour transporter l'ensemble du gouvernement, enfin, ou de la délégation. Donc, bon... Je pense que ça va s'éteindre assez rapidement. La polémique, pour moi, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Même si, effectivement, comme tu le dis, ça fait un peu tâche dans le discours ambiant qui est de réduction des dépenses Alors, sur il y avait eu une circulaire qui avait fait encadrer les frais de dépenses du gouvernement. En 2007, il y a une circulaire qui avait été signée par le Premier ministre en 2007 pour destiner à fixer quelques règles déontologiques. Mais vous dites que ça va peut-être pas faire polémique, mais on voit quand même que le président de l'association anticorruption, Jean-Christophe Picard, il est quand même monté au créneau pour dénoncer cette nouvelle dépense. Mais il y aurait eu beaucoup de choses dans l'actualité, est-ce qu'on en parlerait ce matin ? Oui, je pense pas, parce que 60 personnes quand même, ça aurait été un avion spécialement affrété pour Édouard Philippe et son petit entourage. Oui, mais là, ils étaient 60. On ne déplace pas 60 personnes comme ça. Oui, mais il y avait déjà un avion et l'avion n'était pas en panne, donc c'est juste le symbole qu'il envoie. Et puis, en plus, après l'histoire du député des Pâtes,
La fameuse histoire des pâtes avec un député qui dit qu'avec 5 000 € par mois, on mange des pâtes. On a l'impression qu'il commence à avoir une petite déconnexion de l'exécutif par rapport à la réalité. Et est-ce que ça peut perturber dans les semaines qui viennent, Sébastien Lacroix, la bonne cote de l'exécutif à une demi-douzaine de sondages, je le disais, donne à la fois Emmanuel Macron et Édouard Philippe en forte hausse, plus 6 points pour le président de la République. Est-ce que ça ne vient pas à point nommé pour ceux qui veulent casser cette dynamique? Ça va faire une petite écharde effectivement dans le parcours de Édouard Philippe et de Emmanuel Macron, qui sont très bons effectivement dans les sondages, puisque tous les deux, d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que tous les deux augmentent de pair. Je pense que ce qui n'a pas été le cas sous le quinquennat, par exemple, de Nicolas Sarkozy, où François Fillon montait et Nicolas Sarkozy baissait. Le Premier ministre montait, là il n'y a aucune divergence entre eux, donc ils sont liés, ils sont soudés dans les sondages pour l'instant d'une façon assez remarquable. L'activité économique aussi, c'est 1,9 de reprise, de croissance attendue. Alors 1,9, c'est bien. Les gens le perçoivent réellement dans leur quotidien? Je ne sais pas s'ils le perçoivent, mais vous savez, il y a toujours une distance entre ce qu'on dit et ce qu'on vit réellement. Alors 1,9, c'est un très bon chiffre, surtout que la prévision d'avant, c'était 1,8. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez pendant la campagne, mais on disait que les prévisions étaient un peu optimistes. Mais alors, si on veut être vraiment un peu jouer les Cassandres, d'une certaine manière, c'est le rôle un peu que j'ai ce matin sur le plateau, il semblerait, c'est que par rapport à la zone euro, c'est pas très bon, quoi. Sur la zone euro, c'est 2,2%, quoi. Donc, c'est bien par rapport à nous, mais c'est pas bien par rapport aux autres. Sébastien Lacroix. Je vais même aller un peu plus loin, puisqu'on y est. Moi, je voulais faire du positif ce matin. La bienveillance. Si, c'est bien, tous les clignotants sont ouverts, notamment le bâtiment, l'investissement, l'emploi. Et l'agriculture. Tout ça, très bien. La révision à la hausse de la prévision pour 2017 par l'INSEE hier, et c'est un point positif. Cela étant, la Commission européenne, il y a quelques semaines, a pointé du doigt la France parmi 6 pays de l'Europe qui ne sont pas dans les clous au regard de tous les critères, dette et déficit notamment. Et on se rend compte que la France, même si elle est à 2,9% de déficit, va avoir du mal à maintenir son déficit structurel, c'est-à-dire pas dû à la conjoncture, dans les clous de ce que veut la Commission européenne. Donc il y a des efforts énormes à faire pour le gouvernement pour être en accord avec les... C'est bien, mais... C'est bien, mais... Et je voulais juste ajouter sur le fait que vous me posez la question de savoir si pour les Français, on va le sentir tout de suite. Je ne sais pas. D'après justement l'étude de l'INSEE qui a été publiée hier de conjoncture, il faut savoir qu'on n'attend que 72 000 emplois créés pour le premier semestre, alors qu'on était à plus de 150 000 l'année d'avant, si mes souvenirs sont bons. 168 000 pour être exact. Zoé Cadio, avec vous, nous allons faire le point. Autre sujet sur la collision mortelle de Millas. Le procureur de Marseille a annoncé que les constatations matérielles allaient, je cite, majoritairement dans le sens de barrières fermées au moment du choc, le jeudi 14 décembre dernier. Alors oui, comme on titre l'Indépendant ce matin, les premières pistes de l'enquête sont avancées. Effectivement, d'après les premières contestations qui ont été faites, il semblerait que les barrières soient fermées, fait qui est contesté par la conductrice, mais aussi par d'autres témoignages. La conductrice donc il faut être très qui prudent. est de nouveau placée en garde à vue, il faut le dire. Elle avait déjà été placée en garde à vue, mais la garde à vue a été levée le vendredi à cause de son état de santé, et elle est de nouveau placée en garde à vue. Et il faut savoir, pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui l'enquête se focalise vraiment sur le trajet du bus, parce qu'on sait qu'il y a très peu de distance entre le moment où elle emprunte la voie pour rejoindre la... Je crois qu'il y a une cinquantaine de mètres, même un peu moins, entre le moment où elle effectue son tournage, son tournant, pour passer le passage à niveau. Mais et c'est là où il y a un problème de visibilité. D'appréciation, c'est que tu as quoi, un champ de vision qui peut être perturbé. Alors, il semblerait que non, d'après les premières contestations, mais les enquêteurs travaillent là-dessus. C'est très... Enfin... Il y a deux versions qui s'opposent et maintenant ils essayent de savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que les premières contestations font que on s'oriente plutôt vers les barrières. Les barrières étaient fermées, avec mais la version est contestée. Sur le dispositif des barrières qui est attendu. Sébastien Lacroix, avec vous, nous allons nous intéresser au TER. On en parlait tout à l'heure dans la revue de l'actualité de la presse quotidienne régionale. Vous consacrez dans l'Union de Reims une double page ce matin sur le thème « Comment faire pour que les automobilistes préfèrent le train ?» J'allais dire, il n'y a pas qu'à Reims et dans votre région qu'il y a ce problème-là. Alors, c'est vrai qu'on peut l'étendre à toutes les régions de France, mais il y a une particularité sur nos régions, qui sont la Picardie et la Champagne-Ardenne, je le rappelle. En fait, il faut savoir que la SNCF passe avec chaque région un contrat, et la SNCF, en retour,
fournit les trains pour véhiculer les gens. Et ces contrats sont différents d'une région à l'autre. Et il y a des contrats qui sont plus rentables que d'autres. Ce qui fait que la SNCF, j'essaye de synthétiser, a tendance à privilégier les régions où les contrats sont plus rentables. Pour nous, c'est l'Île-de-France, la Lorraine, donc des régions qui sont limitrophes. Et ce qui fait que quand il y a des pépins, on va dire, la SNCF a tendance à les régler avec les moyens de la Champagne-Ardenne et de la Picardie dans les régions qui sont limitrophes. D'où les problèmes qu'il y a dans notre région sur la ponctualité, la matériel. Alors voilà, il y a 3 points. La ponctualité, la fréquence et évidemment la sûreté. Et la sûreté, la ponctualité, on a ce chiffre qui est assez incroyable, de 30 trains supprimés chaque jour en moyenne depuis fin août sur la région Champagne-Ardenne. C'est beaucoup. Ce sont des gens qui se retrouvent en carafe à la gare. C'est valable à Montparnasse aussi. Oui, non, mais c'est valable. vrai, Il y a 2 week-ends. Sauf qu'à Montparnasse, il y a un peu plus de monde. Mais non, mais c'est un vrai problème. La sécurité. On ne comprend pas bien parce qu'il y a des investissements colossaux qui sont faits. Il y a ligne à grande vitesse pour Rennes, pour Bordeaux, 2h04, etc. Puis à côté de ça, il y a des TER qui ont l'air complètement, j'allais dire, calés sur les Michelin d'antan presque, non? Alors, ce qui explique notamment les syndicats, c'est que quand un chauffeur de train manque en Île-de-France, eh ben, on prend un chauffeur de Champagne-Ardenne et donc il n'y a plus de chauffeur en Champagne-Ardenne parce que le contrat avec l'Île-de-France est meilleur que celui avec la Champagne-Ardenne. Voilà, c'est cette raison-là, ces raisons-là qui font que les gens, même si le temps de trajet en automobile est plus long sur le papier qu'en train, ils préfèrent la voiture. Dans votre région, la région du Midi Libre et de l'Indépendant, alors, il y a les mêmes problèmes. Dans la région de la Grande Occitanie, nous, notre grand dossier, effectivement, c'est la ligne à grande vitesse qui est défendue par Mme Carole Delga, et la présidente de la région Occitanie, avec plusieurs élus. Mais c'est vrai aussi qu'on a des problèmes ferroviaires. D'ailleurs, à un moment, sur l'accident de Millas, les premières pistes invoquées, c'était que justement, il y avait eu des vols de batteries qui avaient empêché le passage à niveau de fonctionner régulièrement, correctement. Mais les problèmes de TER sont aussi connus pour tous les usagers, que ce soit en Occitanie, en Île-de-France ou malheureusement dans votre région Champagne-Ardenne. Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. On la retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'invité politique, ainsi que vous, Sébastien Lacroix, rédacteur en chef de l'Union de Reims. C'est Amélie de Montchalin, la députée La République En Marche de l'Essonne, qui est notre invitée politique. Après la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.